Je suis très heureux, comme d'habitude, de vous retrouver. Je pense que si vous êtes toujours là, c'est que ce que je vous raconte vous intéresse. Nous parlons du Sutra de l'Estrade, 8e partie, qui dit ceci. Si vous voulez sincèrement pratiquer, agissez simplement correctement. Et si vous agissez correctement, vous pratiquerez. C'est simple. Si votre pensée n'est pas correcte, vous irez dans le noir sans rien comprendre à la pratique, nous dit Maître Hénault. Alors oui, si vous voulez vraiment pratiquer, mes amis, en famille, il n'est pas nécessaire pour cela de venir au temple. Je vous ai dit que ce Sutra de l'Estrade s'adressait à des laïcs, à des gens qui forcément ne comprennent pas grand-chose à la méditation, et d'ailleurs en règle générale n'y accordent absolument pas de temps. Être au temple sans pratiquer, c'est avoir pris renaissance dans la terre pure d'Occident et garder l'esprit mauvais, nous dit Maître Hénault. Pratiquer sans quitter sa famille, c'est faire l'oriental qui s'entraîne à la vertu. Et là, c'est encore lui qui le dit. Le seul désir de cultiver la pureté en restant chez soi n'est autre que la terre pure d'Occident. Alors évidemment, ça va inciter certains d'entre vous à se dire que finalement, ce n'est pas la peine de pratiquer, puisqu'il s'agit simplement de ne rien faire. Bon, c'est un petit peu caricatural, mais enfin, effectivement, on pourrait interpréter ça de cette manière. En fait, il s'agit là du chant aux laïcs de Maître Hénault, ne l'oubliez pas. Les commentaires qui sont faits ici ont été pris en note par le moine Fahey, qui était un de ses disciples. Et alors pourquoi ai-je attendu la 8e strophe pour vous faire lecture de cette petite introduction au poème? Eh bien, ce chant est la réponse au préfet qui lui-même posait une question. Il se demandait comment pratiquer lorsqu'on a une famille. Et ce paragraphe est bien sûr un conseil pour pratiquer correctement lorsque l'on a une famille et qu'on n'a pas le temps de se rendre dans un temple. C'est la raison pour laquelle Maître Hénault dit, si vous voulez sincèrement pratiquer, agissez simplement, correctement, et vous pratiquerez. Agir correctement, ça peut se pratiquer partout. Ce n'est pas la peine d'aller dans un temple pour agir correctement en société, quand vous travaillez, lorsque vous êtes en famille, vous pouvez pratiquer correctement, il suffit simplement d'être juste. On peut se demander si cette pratique sincère, parce qu'il faut qu'il y ait de la sincérité, ne consiste pas tout simplement à être en paix avec soi-même. Si l'on est en paix avec soi-même, si l'on est en paix avec sa conscience, ce sont les autres qui souffrent. Mais il ne s'agit pas de faire souffrir les autres. Il s'agit de cultiver sa propre paix de l'esprit afin que cela irradie tout autour de soi. C'est ça l'idée. Si l'on agit correctement en toutes circonstances, eh bien oui, c'est une forme de pratique qui va nous aider à aider. La pratique ne consiste pas à être perpétuellement aidé. Aujourd'hui, on s'appuie sur les autres pour survivre, et sur la société, et sur l'État. C'est pas ça la façon de faire de Maître Hénault. La pratique consiste dans l'apprentissage à ne plus être jamais aidé. Et ne plus être jamais aidé, pourquoi? Eh bien pour être totalement disponible dans l'aide que l'on peut soi-même apporter aux autres dans leur cheminement de vie à travers notre exemple. Vous voyez, c'est ça le message de Maître Hénault. Le pratiquant qui verse dans une forme d'esclavage ne pourra jamais trouver la liberté et va rester toute sa vie enfermé dans le maelstrom de sa propre souffrance. S'il souffre, il entraînera avec lui, dans ce cycle infernal, les autres. Et puis, lorsque l'on tombe dans ce cycle infernal, il est très très difficile de s'en extraire. C'est une forme de passif agressif que l'on connaît bien en psychologie. Le pratiquant véritable est en fait un être totalement libéré. Il est libéré du jugement des autres, il est libre des passions, il est libre des jalousies et également, bien sûr, il a su se libérer des autres petites réjouissances de l'esprit ordinaire, des petits achats compulsifs par exemple. En agissant correctement, il est donc en paix
avec ce qui doit se réaliser, ce qui doit advenir dans sa vie. Il n'est plus soumis à aucune autocensure, il n'est plus soumis à aucune forme d'asservissement, il est libre. Les choses se font. Si votre pensée n'est pas correcte, vous irez dans le noir sans jamais comprendre la pratique. Alors évidemment, si une pensée incorrecte s'immisce dans ce processus de perfection, alors on a un petit problème. Nous marchons à tâtons dans une destinée que nous ne maîtrisons plus du tout. Inutile donc de rajouter la peur à l'angoisse, comprendre la pratique, vous l'avez compris, c'est marcher dans la claire lumière sans jamais connaître la peur, en tous les cas en essayant de ne plus la connaître, ni les doutes, et en éradiquant la culpabilité qui sont souvent la base de certaines religions. Comme on le voit, et comme je l'ai dit la dernière fois, on ne peut pas perdre de temps et il faut absolument mettre rapidement de l'ordre dans sa vie en tournant son regard vers l'intérieur afin, au final, d'en comprendre l'insondable mystère. Cette réflexion nous ramène à cet échange célèbre avec celui qui deviendra plus tard le maître de l'éveil d'une nuit, c'est comme ça qu'on l'a appelé, et qui souhaitait être certifié par un grand maître. Il se rendit donc au temple de Maître Enno, il s'appelait Yongkya, et donc il se met en route. Il atteint le monastère Palolitse, le temple de Maître Enno, et lorsqu'il arrive devant celui-ci, il ne prend pas le temps de s'incliner. Alors évidemment, vous imaginez qu'en Chine à l'époque, c'était très très impoli de faire ça. Et Maître Enno, bien évidemment, lui dit, dites donc, vous me semblez bien arrogant. Et Yongkya lui dit, mais je n'ai pas de temps à perdre. Le problème de vie-mort est beaucoup trop important. Notre existence est éphémère, elle est changeante. Alors Maître Enno lui dit, vous n'avez pas réalisé le principe de la non-naissance qui résout le problème de la permanence. Et Yongkya lui dit, mais lorsque l'on a réalisé la non-naissance et saisi sa soudaineté, l'ici et maintenant, et il n'existe plus rien. Et là, il y a un blanc. Maître Enno lui dit simplement, c'est cela, c'est cela. Et alors même que Yongkya s'apprêtait à partir, Maître Enno l'a simplement prié de rester, voilà. Il va rester une nuit, et après cet épisode, Yongkya ne revoit jamais le 6e patriarche, et curieusement, il mourra quelques semaines après Enno, le 17 octobre 713. Vous voyez, c'est une histoire très très étrange. En attendant la prochaine vidéo, essayez d'être heureux, comme disait Prévert. Et n'oubliez pas de me retrouver éventuellement sur le site calameo.com afin de retrouver ces quelques échanges. On va terminer avec une petite phrase d'Albert Schweitzer qui disait que l'amour est la seule chose qui double à chaque fois qu'on le partage. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous retrouve très bientôt.